Akhar alaikum, Zulf Laoun. Je suis honoré de me retrouver devant vous pour vous présenter cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'action menée par l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre d'une opération d'accompagnement des enseignants nouvellement recrutés, mais aussi dans le cadre d'un cycle de formation au bénéfice de nos étudiants engagés dans la formation doctorale. Mais aussi, ces cycles de formation et de sensibilisation est ouvert à l'ensemble de la communauté universitaire qui souhaiterait s'informer, se former sur un certain nombre d'activités en relation avec les missions de l'université. Tout d'abord, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence aujourd'hui et pour l'assiduité que vous avez tout le temps manifestée le long de cette opération d'accompagnement qui est pilotée au niveau de notre université par notre ami Dr Aili, avec la contribution de monsieur le vice-recteur chargé de la formation premier et deuxième cycle, professeur Aïta Mokhtar, mais aussi avec l'apport de tout le staff dirigeant de l'université de Béjaïa. Je voudrais également remercier tous les doctorants qui ont répondu favorablement à cette invitation qui a été lancée par mon collègue vice-recteur chargé de la postgraduation et de la recherche, professeur Bouda. J'espère que nous allons sortir de cette conférence avec un certain nombre de repères et de connaissances utiles pour l'entame de la carrière professionnelle de nos enseignants nouvellement recrutés, mais aussi pour bien préparer les étudiants qui sont engagés dans le cadre de leur formation doctorale. Alors, ma conférence aujourd'hui, elle va concerner le point en relation avec l'éthique et la déontologie universitaire, et plus particulièrement un point extrêmement sensible qui est celui en relation avec le plagiat. Avant d'entamer ce point, je voudrais revenir pour exprimer mes remerciements à Mme Hamida Aïda, vice-recteur chargée des relations extérieures et de la coopération, pour sa conférence, qui a pu en une heure vous exposer les grandes lignes de la politique de la coopération et des relations extérieures de l'université de Béjaïa. Elle était très très modeste dans sa présentation, une qualité que nous lui reconnaissons, mais il faut savoir que des efforts colossaux sont en train de se déployer au niveau de ce vice-rectorat important pour promouvoir l'image de marque de notre université et de notre région et de notre pays de manière générale. Une centaine de conventions de coopération sont déjà signées, et quand on parle de conventions de coopération, c'est des conventions de coopération qui sont vivantes. C'est pas signer une convention de coopération et la classer dans un tiroir. C'est véritablement un vecteur de promotion de la recherche et de coopération de notre université. C'est l'ouverture de notre université sur son environnement local, national, voire même international, ce qui a permis d'améliorer considérablement la visibilité de notre université. Et nous voyons aujourd'hui le fruit de cet effort important qui est le fruit de travail de toute la communauté universitaire, enseignants, étudiants, mais aussi des travailleurs qui nous accompagnent dans l'accomplissement de notre mission. Et c'est ainsi que nous avons fait un saut qualitatif très très important. On est passé du rang de 25e université classée en 2012 à la 5e place
en 2016. Nous attendrons ces jours-ci le nouveau classement des universités de 2017, mais déjà, en l'espace de 4 ans, nous avons pu gagner pas moins de 20 places au niveau national, mais tenez-vous bien, nous avons gagné plus de 3000 places à l'échelle mondiale. On est passé de 5700e place, on est à 2700 dans le classement mondial. Donc en l'espace de 4 ans, on a gagné plus de 3000 places à l'échelle internationale, et au niveau national, on a gagné 20 places en l'espace de 4 ans. Donc c'est pour vous dire le travail de qualité qui est en train de se faire par l'ensemble de la communauté universitaire, et je voudrais exprimer mes remerciements et ma gratitude et mes encouragements à aller de l'avant encore pour cibler une place sur le podium, c'est-à-dire un objectif, c'est un classement parmi les 3 meilleures universités algériennes, Inch'Allah. Et ça ne peut se faire qu'à travers vous, qui représentez l'avenir, les nouveaux enseignants qui sont recrutés cette année, qui sont en nombre de 80, les doctorants qui animent toute l'activité de recherche au niveau de nos différentes structures de recherche, de par la qualité de votre production scientifique que vous allez faire, de par votre engagement, de par également votre sérieux. Et la transition est toute faite pour qu'un travail de recherche soit de renom, soit de qualité, soit cité. Il va falloir respecter un certain nombre de normes en matière d'éthique et de déontologie universitaire. Et je voudrais aujourd'hui vous sensibiliser plus particulièrement sur cette maladie qui est le plagiat. Faites très attention. Faites très attention à ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur dans tous les pays du monde. Et on a tenu à insérer ce thème qui est en relation avec le plagiat dans la thématique numéro 20 qui porte sur l'éthique et la déontologie dans l'enseignement universitaire et la veille pédagogique pour vous prévenir et pour vous mettre sur la voie qui aboutit à des résultats et non pas sur une voie sans issue ou alors une voie qui va vraiment vous briser votre carrière professionnelle. Car le plagiat, c'est vraiment quelque chose de très regrettable, et quelqu'un qui serait au conditionnel qualifié de plagiat, la sanction est vraiment très lourde de conséquences. Alors, dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais définir le plagiat. Nous allons également évoquer toutes les mesures de prévention contre le plagiat à travers des actions de sensibilisation, à travers des actions d'encadrement de la formation doctorale et des activités de recherche scientifique au sein de l'université, à travers des mesures de contrôle, à travers l'installation d'une instance habilitée qui va se prononcer sur toutes les questions qui relèvent de l'éthique universitaire, de la déontologie universitaire. Et enfin, je terminerai par la procédure d'examen, malheureusement, quand il y a un cas de plagiat avéré. Alors, pour les personnes qui ont suivi l'intervention de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au moment du lancement de l'année universitaire 2016-2017 depuis l'université de Biskra, il avait lancé, souvenez-vous bien, 3 messages importants. Le premier message, c'est celui qui concerne la qualité de la formation universitaire. Il appelle tous les acteurs de l'université, les enseignants, les étudiants, les travailleurs à œuvrer pour améliorer sensiblement la qualité de la formation
de notre produit. C'est-à-dire la question que Madame Ben Hamida a soulevée tout à l'heure, l'employabilité des jeunes diplômés est intimement liée à la qualité de formation. Mieux vous formez, mieux vous allez permettre l'insertion professionnelle de votre produit de formation. Sachez que l'université, dans le temps, elle avait deux missions principales. La première mission, c'est celle qui est en rapport avec la formation. La deuxième mission, c'est celle qui est en rapport avec la recherche scientifique. Mais là, dans les temps modernes, pour les universités qui se respectent, il y a une troisième mission que l'université doit accomplir, c'est celle de l'insertion professionnelle. Plus vous formez d'étudiants qui trouveraient un emploi, mieux vous êtes considéré, mieux vous êtes visible, mieux vous êtes classé. Donc ce sont maintenant les missions de l'université, c'est la formation, la recherche et l'insertion professionnelle. Et pour réussir cette opération d'insertion professionnelle, un des éléments les plus importants, c'est la qualité de la formation, bien entendu. Et c'est pour ça que Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a vraiment insisté sur cette action. Le deuxième message fort qui a été lancé par Monsieur le ministre, c'est celui de l'obligation faite désormais à l'ensemble des universités et des points de formation supérieure en Algérie de s'ouvrir sur l'environnement externe. C'est d'où l'intervention de Madame Ben Hamida qui a tracé les grandes actions qui ont été menées par l'université de Béjaïa afin de s'ouvrir sur son environnement local, national, mais aussi international. Le troisième message fort, c'est celui en relation avec la lutte contre le plagiat. Alors, dans cet esprit, en s'inscrivant dans ces orientations de Monsieur le ministre, dans la politique de l'enseignement supérieur de manière générale, nous avons inscrit dans notre programme d'action une série de conférences, et plus particulièrement celle-ci qui est en relation avec le plagiat. Qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat, au sens de l'arrêté ministériel du 28 juillet 2016, qui fixe les règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat, eh bien le plagiat, c'est tout travail ou participation à un acte de falsification de résultats ou de fraude dans des travaux scientifiques ou dans n'importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique. À ce titre, au sens de cet arrêté, est considéré comme acte de plagiat. Le plagiat, c'est du vol. Un travail qui ne vous appartient pas, vous le prenez, vous l'appropriez, vous mettez votre nom, des phrases qui ne vous appartiennent pas, des idées qui ne vous appartiennent pas, des publications qui ne vous appartiennent pas, des mémoires qui ne vous appartiennent pas, des résultats de recherche qui ne vous appartiennent pas, et vous les piquez et vous les mettez comme étant, vous les mettez à votre actif et vous les considérez comme étant des résultats et des travaux que vous avez vous-même réalisés. Donc, faites très très attention. Alors, le plagiat également, c'est la citation ou reformulation totale ou partielle d'idées ou informations sans la mention de leur source ou acteur. Il n'est pas interdit de reprendre des idées, il n'est pas interdit de reprendre des passages, mais seulement il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté scientifique. C'est l'auteur de ces idées, l'auteur de ces passages, de ces paragraphes, l'auteur de l'application.
morale ou physique qui aurait financé l'article ou le travail ou le brevet, il est cité dans les remerciements, mais pas cité en tant qu'auteur. Le quatrième point, c'est que un auteur, quand il est cité dans l'article en tant que tel, eh bien, c'est une évidence qu'il va bénéficier de tous les avantages par rapport à la publication de cet article. Il peut soutenir sa thèse de doctorat, il peut soutenir son habilitation, il peut bénéficier d'une promotion, parce que c'est son travail, ou tout au moins, il fait partie de l'équipe ayant réalisé ce travail, donc il va tirer tous les profits légaux. S'il y a une rémunération également, dans le cas de brevet, il a le droit de percevoir également sa quote-part. Donc ça, c'est le quatrième point. Et le dernier point, il assumera devant les instances de contrôle toute la responsabilité de ce qui est publié dans l'article. Si jamais il y a du plagiat, donc il va être poursuivi pour le plagiat. S'il y a de la falsification, il va également assumer. Il ne va pas se dire « Ah, moi je ne savais pas. C'est l'auteur principal, c'est le doctorant qui a volé. » Non, non, non. Du moment que vous avez accepté de mettre votre nom parmi les auteurs de l'article, vous assumerez toute la responsabilité. Donc souvenez-vous bien de cet auteur à 5 étoiles. Et à chaque fois que vous voudriez publier un article, rappelez-vous de ces 5 aspects fondamentaux qui concernent la définition de l'auteur. C'est une définition universelle. Alors, le plagiat, donc on a dit, porter les noms également d'experts en qualité de membres de comités scientifiques sans leur avis et leur engagement écrit. Là aussi, c'est une problématique. Confier la réalisation de travaux scientifiques à des étudiants, faire de la sous-traitance. J'ai un projet de recherche, je confie à mon étudiant de faire une partie du travail, puis par la suite, je ne vais pas le citer. Hein, je vais l'ignorer. Non. Confier un projet de fin d'études pour un étudiant ou confier un mémoire de magistère pour un étudiant, il soutient, je publie un article et je ne vais pas mettre le nom de l'étudiant. Non. Non. Là, c'est du plagiat. Faites attention. Le directeur de mémoire ou le directeur de thèse n'a pas le droit de publier le travail qu'aurait fait son étudiant sous sa direction sans mettre le nom de l'étudiant, sans mettre le nom du doctorant. L'utilisation de travaux des étudiants et leur mémoire comme communication aux publications d'articles scientifiques sans l'introduction du nom de l'étudiant. Alors, donc là, on est bien d'accord, on a défini c'est quoi le plagiat, on a défini c'est quoi le sens de l'auteur conformément au référentiel international. Maintenant, on va parler des mesures de prévention contre le plagiat, telles que précisées dans l'article du 28 juillet 2016. La première action qu'on devrait mener, c'est la sensibilisation. La sensibilisation contre le plagiat passe par l'organisation de stages de formation au profit des étudiants et des enseignants-chercheurs sur la documentation scientifique et les modalités de prévention contre le plagiat, l'organisation de colloques et des journées d'études, c'est le cas d'aujourd'hui, l'insertion d'un module sur la déontologie universitaire dans le cycle de formation supérieure
au profit de nos doctorants, l'élaboration de guides et de supports informatiques également, et l'introduction d'un chapitre portant sur le plagiat dans le guide de l'étudiant, et c'est une action que nous allons mener à partir de cette année, Inch'Allah. La deuxième action qui porte sur la sensibilisation, c'est l'encadrement de la formation doctorale et les activités de recherche scientifique. Alors, il y a là le rôle important du conseil scientifique, j'ai mis de l'université, mais aussi le comité scientifique du département et le conseil scientifique de la faculté, qui doivent jouer un rôle très important en matière de fixation du nombre de mémoires de master et de doctorat pouvant être encadrés par les enseignants-chercheurs en tenant compte des capacités d'encadrement. Il y a beaucoup de dérapages dans ce sens. Un certain nombre de collègues enseignants qui encadrent une pléthore de doctorants, et le résultat, c'est que, au final, ils n'arrivent pas à les suivre. Imaginez un enseignant-chercheur, un professeur qui encadre une trentaine de thèses de doctorat dans le domaine des sciences et de la technologie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de les suivre. Donc il faut des règles de déontologie qui vont permettre à l'enseignant de suivre correctement son doctorant, et que le doctorant puisse tirer profit et bénéfice de l'accompagnement de son directeur de thèse. Et pour arriver à cette fin, il faut fixer des normes, plus ou moins un encadrement. La norme qui est fixée dans le domaine des sciences et de la technologie, c'est un maximum d'encadrement de 6 thèses de mémoire et de doctorat, et en sciences humaines et sociales, c'est environ 9 thèses et mémoires au maximum à encadrer par les enseignants universitaires. 2, c'est de respecter la spécialité de chaque enseignant-chercheur. Un enseignant des lettres ne peut pas encadrer un doctorant en technologie, et inversement. Donc il faut que les comités scientifiques, les conseils scientifiques des facultés, le conseil scientifique de l'université fassent attention à ce phénomène. Pour la constitution du jury de soutenance et d'expertise scientifique, il faut que ce soit quand même un jury de qualité. Ce n'est pas un jury de complaisance, ce n'est pas un jury de maison. On ne peut pas imaginer la présence dans un jury de thèse ou de mémoire du conjoint, par exemple. Moi, je vais encadrer ma femme. Moi, je vais participer dans le jury d'évaluation de mon fils, de ma fille. Non, ça ne semble pas vrai. Et les conseils scientifiques de l'université, de la faculté et des comités scientifiques de département doivent faire très très attention à cela. On ne peut plus permettre à quelqu'un d'encadrer son fils. Il va y avoir un conflit d'intérêts. On ne peut pas permettre à un enseignant, à un professeur, d'être dans un jury de son frère. Il va y avoir un conflit d'intérêts. Ça relève de l'éthique universitaire. Alors, pour le choix des mémoires, également, ça c'est très important. Quand on donne une thématique de recherche à nos étudiants, il faut que ce soit une thématique de recherche pertinente, une thématique de recherche d'actualité, une thématique de recherche originale qui n'a pas été déjà abordée dans la littérature. Sinon, le doctorant, nous allons le mettre sur une fausse piste, et ça va être une piste sans issue. Alors, pour ce qui est des mesures de contrôle, déjà des mesures qui concernent l'institution d'une base de données.
sur le site web de chaque université. Quand un enseignant propose un sujet de mémoire, un sujet de thèse, eh ben, nous allons consulter la base de données et on va vérifier est-ce que c'est une thématique qui a été déjà abordée ou non. C'est une thématique qui a été abordée. Eh ben, la personne à qui nous allons confier ce sujet, elle va faire du plagiat. C'est un travail qui est déjà fait, alors je vais faire du copier-coller. Donc il ne faut pas permettre, il ne faut pas ouvrir les voies à nos doctorants, à nos étudiants, ni à nos enseignants pour s'engager sur des thématiques de recherche qui ont été déjà abordées et qui sont d'ailleurs sans intérêt. Quelle que soit la qualité du travail que vous allez faire, de toute façon, c'est un travail qui est déjà fait, qui est déjà publié, donc aucune contribution supplémentaire qui sera enregistrée. Alors, en matière d'installation du Conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire, l'arrêté ministériel du 28 juillet 2016 a prévu une instance de contrôle qui va permettre, en cas d'enregistrement d'actes de plagiat ou d'actes qui relèvent du manquement à l'éthique et à la déontologie universitaire, de statuer. Alors, cette instance s'appelle le Conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire. Alors, le Conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement universitaire est composé de 10 membres appartenant à différentes disciplines. Ces membres, ils doivent être quand même des personnalités qui jouissent d'une intégrité scientifique et être parmi les enseignants de grade le plus élevé. Ce conseil est présidé par une personnalité scientifique de renommée et sa nomination est confirmée par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce conseil d'éthique et de déontologie universitaire, il a un mandat de 4 années renouvelable une seule fois. Le Conseil d'éthique et de déontologie universitaire de Béjaïa a été installé il y a de cela un peu plus d'un an sur décision rectorale, dont les références sont portées ci-dessus. Alors, la mission du Conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire sont rappelées ici. D'abord, l'examen de toute saisine d'actes de plagiat et par conséquent aussi faire les enquêtes nécessaires pour prouver qu'il s'agit bel et bien d'un acte de plagiat, l'évaluation du degré de non-respect des règles de déontologie, atteinte à la réputation de l'établissement par exemple, saisir les services administratifs compétents de l'établissement de tout acte de plagiat accompagné d'un rapport détaillé. Voici les missions essentielles de ce Conseil d'éthique et de déontologie universitaire. Là, je vais vous schématiser brièvement la procédure d'examen et de sanction contre le plagiat. Donc, souvenez-vous, on a commencé par la définition de l'acte de plagiat, puis par la suite, la sensibilisation de la communauté universitaire sur ce fait. Troisième position, les instances habilitées à se prononcer sur l'acte de plagiat. Et en dernier, la procédure d'examen et de sanction contre le plagiat. Donc le législateur ne part pas directement et ne saute pas directement vers la sanction. Non. On vous sensibilise et on vous prévient. Et on vous dicte les règles d'éthique et de déontologie. Et on vous explique c'est quoi un auteur. 2, on vous donne quelle est l'instance qui est habilitée à se prononcer sur ces actes de plagiat. Quel est l'ancrage juridique, quelle est sa composition, quelle est sa mission. Et en dernier lieu,
donc la procédure d'examen et de sanction contre le plagiat. Alors, une fois que l'acte de plagiat est enregistré quelque part, l'étape suivante, c'est qu'il faut vérifier la véracité de l'information. Donc, il faut un rapport, il faut des justificatifs, il faut des preuves concrètes pour vérifier la véracité de cet acte de plagiat. Puis par la suite, si tout ça s'avère vrai, eh bien, il va y avoir des sanctions. Alors, avant d'arriver à cela, une fois que l'acte de plagiat est constaté, la personne qui aurait constaté ou la personne qui est victime de ce phénomène saisira le responsable de l'unité d'enseignement et de la recherche en question, de son département. Alors, ce responsable, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il prend le dossier, il l'envoie, il le répercute sur le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, qui sera chargé d'examiner le dossier et de faire toutes les enquêtes nécessaires. S'il s'agit d'un étudiant, le responsable du plagiat est un étudiant, à ce moment-là, le président du conseil d'éthique va saisir le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche pour lui signifier qu'effectivement, il s'agit d'un acte de plagiat, et auquel cas, ce responsable va saisir le conseil de discipline du département. Le conseil de discipline du département, si il juge qu'il est compétent en la matière pour juger cette infraction, il va prononcer la sanction correspondante. Dans le cas où il considère que l'acte qui a été effectué est très très grave, à ce moment-là, il s'agit de sanctions de second degré. Et dans ce cas, il va saisir le conseil de discipline de la faculté, qui est habilité à se prononcer sur des sanctions de second degré. Alors, maintenant, si l'acte de plagiat concerne un enseignant universitaire, alors, le président du conseil d'éthique et de déontologie universitaire, il va saisir le chef d'établissement, c'est-à-dire le recteur de l'université, parce que c'est le recteur de l'université qui est le seul habilité à convoquer la commission administrative paritaire. Il y a plusieurs commissions paritaires, il y a celle qui est compétente à l'égard des maîtres assistants et celle qui est compétente à l'égard des enseignants de rang magistral. Donc si l'auteur du plagiat est un enseignant maître assistant, classe A ou classe B, à ce moment-là, le recteur de l'université, il saisit la commission paritaire compétente des maîtres assistants. Et cette commission, elle va statuer et elle va prononcer des sanctions. Si l'auteur du plagiat est un enseignant de rang magistral, à ce moment-là, le recteur de l'université va convoquer la commission paritaire compétente à l'égard des enseignants de rang magistral qui va statuer sur la question et va prononcer la sanction correspondante. Alors, les sanctions. Il y a des sanctions qui sont d'ordre administratif. Ces sanctions, on n'en parle pas. Mais en plus des sanctions administratives, donc je dis, sans préjudice des sanctions qui sont prévues par la législation et la réglementation. Donc en plus, tout acte de plagiat expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou du retrait du titre acquis. Si par exemple un doctorant soutient sa thèse et il s'avère que sa thèse a été plagiée, eh bien le conseil de discipline peut prononcer le retrait du diplôme de doctorat, du diplôme de master, du diplôme de licence, etc.
Si c'est un enseignant, la même chose. Il soutient une habilitation universitaire et il s'avère qu'il a fait du plagiat. À ce moment-là, on lui retire le titre. Plus d'autres poursuites. L'annulation ou le retrait de la publication. Si vous faites une publication et il s'avère que c'est une publication plagiée, à ce moment-là, cette publication va être retirée, va être annulée, etc. Mais je voudrais attirer l'attention de mes collègues enseignants, nouvellement recrutés. La sanction qui est prévue par la législation et la réglementation en vigueur concernant les actes de plagiat dont l'enseignant serait l'auteur, la sanction, c'est le licenciement. Donc, en plus du licenciement, il va y avoir le retrait de ce que vous avez publié ou de ce que vous avez obtenu comme titre ou diplôme universitaire. Voilà, sur ce, je termine et je vous remercie.